Une raison toute simple, plus encore que sa résistance au nucléaire, c'est ces actes de compassion vers les animaux qui ont terriblement ému. C'est ce qui a le plus choqué, dans le bon sens. Puisque au détriment de sa propre santé, il s'occupait des chiens et des chats qui avaient été abandonnés, en masse. Quand les gens sont partis, ils sont partis en 24 heures. On leur a dit, vous partez pour 2 jours au maximum, n'emmenez rien. Et les gens ont tout laissé derrière eux, particulièrement bien sûr les animaux. Et dans cette période de 24 heures, les centrales ont explosé. Donc le 12, le 13 et le 14, ça a été les moments les plus tragiques. Les gens étaient sous la terreur de la centrale d'Aichi. Donc en quelques semaines, tous ces animaux sont morts de faim et de soif. Particulièrement pour Naoto, les vaches, ça a été pour lui un vrai crève-cœur, parce que les agriculteurs qui étaient partis, certains avaient libéré les bêtes, d'autres avaient laissé les bêtes dans les étables, et les bêtes sont mortes de faim et de soif. Et pour un croyant shinto, tous les êtres, toute la vie a la même valeur. Donc pour tous les gens qui ont perdu un animal, ça a été une espèce de grande souillure morale pour eux. Mais en même temps, lorsque vous parlez des animaux, vous nous parlez aussi de la culture japonaise, c'est tout à fait important et c'est essentiel parce que vous savez très bien pénétrer cette culture-là. Et simplement, lorsque vous parlez des animaux, je ne savais pas pour eux s'il y a des animaux d'intérieur et des animaux d'extérieur. Ça signifie quoi exactement? Alors, vous avez au Japon, tout est basé sur intérieur-extérieur. C'est la règle fondamentale. Les étrangers sont appelés gaijin, ceux du dehors. Dans une maison, vous avez le jardin et vous avez l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, vous avez des chiens et des petits chats et des petits chiens qui restent à l'intérieur. Et le chien dans la niche n'entre jamais à l'intérieur. Donc, on peut évacuer les chats de l'intérieur, mais les chiens de l'intérieur, on les laisse attachés à la niche. Si je viens de la question. Oui, mais en même temps, c'est un personnage tout à fait complexe. Et lui, parce que, en même temps, c'est peut-être le seul à vraiment défier les grands complexes, et comment dire, nucléaires, TEPCO, oui. Dès les premiers jours de résistance, il a pointé du doigt à TEPCO, donc opérateur de la centrale nucléaire, en disant c'est la faute de TEPCO, c'est pas le tsunami qui a provoqué le risque, c'est TEPCO. Et les médias japonais n'ont pas répercuté son message pendant presque un an. Toutes ces communications passaient par l'étranger, par les médias étrangers. Mais le Japon, c'est pas la Chine quand même. Sous certains aspects, c'est pire que la Chine. Non, parce que vous, dans les livres, il y a aussi les rapports annuels chaque année en France et des Reporters sans frontières. Le Japon était autour de la 20e place avant, et il est descendu après Fukushima au-delà de la 50e. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, au départ, vous vous souvenez peut-être, en 2011, au début de mars, le porte-parole du gouvernement disait, finissait tous ses discours en disant il n'y a aucun risque immédiat pour la santé. En fait, les bureaucrates, les fonctionnaires avaient tous les documents parce qu'il existe un système qui s'appelle SPIDI. Après l'accident de Tchernobyl en 1986, une cellule de crise pour les accidents nucléaires a été mise en place. C'est des ordinateurs, des programmes. Et dès que le tsunami a frappé, le 12 mars, SPIDI s'est mis en route. Et donc, dans les heures qui suivaient, les responsables des ministères ont eu tous les documents avec la carte des contaminations. SPIDI avait modelé la carte de contamination à travers les vents. Et donc, on connaissait l'étendue et l'immensité de la contamination presque immédiatement. Les choix qui ont été faits ont été des choix de déni. Ce qui, dans certains cas, comme la préfecture de Fukushima, on a oublié le rapport qui était reçu. Donc, sur la base de ça, plus tout ce qui s'est en suivi, le Japon avait plus de crédibilité au niveau journalistique, au niveau des médias. Donc, l'information était sous contrôle. La censure, pour éviter la panique, avait été pleinement faite.
Mais en tout temps, pour vous, il y a eu 4 grandes catastrophes au Japon. D'abord les tremblements de terre, bien sûr, puis les tsunamis, puis les nucléaires, et puis la perte de confiance. Pourquoi? Alors donc, il y a eu 2 catastrophes naturelles et 2 catastrophes faites par la main de l'homme. On a le gigantesque tremblement de terre, puis l'énorme tsunami. Ensuite, le tremblement de terre a mis à mal les installations nucléaires et on a la fusion des cœurs. À ce moment-là, il y a le déni du danger et au fil des mois, les Japonais perdent confiance dans le gouvernement et c'est ça la 4e catastrophe. C'est la perte de confiance entre les administrateurs et les administrés. Oui, mais ceux qui osent critiquer, si j'ai bien compris votre livre, l'essence des mots et des paroles, c'est lorsque on perd confiance et on critique, souvent ceux qui critiquent sont traités des mauvais Japonais. Oui, tout à fait. Ça a été au-delà de ça, puisque j'avais rencontré une ménagère qui disait, bon, moi je me suis plaint auprès de mon école, je ne voulais pas que mes enfants mangent des aliments contaminés, et l'école ne faisait rien pour vérifier les aliments. Et le directeur de l'école lui dit, vous êtes une mauvaise japonaise, si vous n'avez pas confiance dans les fonctionnaires japonais, vous devez abandonner votre citoyenneté japonaise. C'est énorme, mais c'est des procédés qui étaient courants dans les années 30, durant la militarisation du Japon, où la police militaire, la Kampetai, terrorisait les Japonais. Donc c'est un poids énorme sur la population. C'est un déni de progrès social. C'est-à-dire que l'avancée qui avait été faite après la défaite, donc avec la Constitution américaine, on renvoie presque 60 ans, 70 ans en arrière, les populations. Mais j'ai dit tout à l'heure, vous savez pénétrer aussi la culture japonaise, mais vous savez pu pénétrer quelque chose. Normalement, les gens ne peuvent pas pénétrer, c'est à cet endroit-là. Comment est-ce que vous avez pu faire? La zone d'évacuation est en fait bouclée par la police, et on peut y entrer avec un permis spécial. Dès avril, quand j'arrive... Vous êtes habillé comment? Je suis habillé pas trop de couleurs voyantes, plutôt sombres. Non, mais protégé ou pas? J'avais simplement un masque à gaz durant les premières incursions. C'est insupportable, par Pardon? On a du mal à supporter ça. Oui, c'est au bout d'une heure, on a très mal au visage. Donc ça, les contours du masque viennent vous mordre le visage, c'est insupportable. Donc je pénétrais de nuit dans la zone pour pouvoir photographier dans la journée. Je faisais des incursions de 48 heures, totalement illégales. Pour une raison toute simple, c'est que je voulais entrer dans les endroits où personne n'entrait. Donc même si vous recevez l'autorisation, ce qui est assez rare, vous devez rester dans la route. Donc, moi je voulais entrer dans les endroits, dans les maisons, dans les hôpitaux, et vous avez peut-être vu sur Mediapart, j'ai publié le reportage sur le supermarché de Tomioka. On voit un supermarché qui pendant un an a été laissé à l'abandon. On voit bien l'abondance, la richesse du supermarché, et tout ça a été perdu du jour au lendemain. Les gens ont évacué le supermarché le 12 mars, en environ de 9h05, et ils ont laissé tout comme ça. Et pendant un an, les aliments, certains aliments se sont décomposés, d'autres sont restés intègres. Par exemple le pain, si vous avez vu ces images. Et quel sentiment là, lorsqu'on rentre, on voit aussi des carcasses d'animaux et tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est un choc assez violent quand même. C'est un choc assez immense. En fait, c'est plus que les radiations. C'est ce qu'on voit et ce qu'on n'entend pas. On a un silence très important. Donc en avril, j'entendais encore des grenouilles, des oiseaux, quelques animaux furtifs. Dans les mois qui vont suivre, il n'y aura plus d'insectes, il n'y aura plus de mouches, et sur les cadavres d'animaux, qui sont nombreux, on ne trouvera aucun asticot. C'est une vision d'apocalypse, et je dois vous dire qu'elle me hante. Parce que chaque fois que je me promène dans une ville, je vois bien que c'est une ville, c'est une illusion. On est attaché à un fil. Il faut souhaiter que les techniciens, les ingénieurs, les responsables aient conscience de cette bombe de Damoclès qui pèse au-dessus de la France. Parce que sinon, on va retrouver des villes fantômes sur le territoire national français. Pourquoi c'est la troisième ou quatrième fois que vous dites la bombe des Damoclès? Parce que je ne comprends pas qu'on puisse dire centrale nucléaire. Pour moi, c'est une arme militaire et c'est une bombe en puissance. Les centrales, les réacteurs à Fukushima ont explosé.
explosé, mais en même temps, c'est un travail de très longue haleine. J'ai l'impression qu'il a un double attachement, un attachement au Japon, qui est un pays que vous aimez beaucoup, et aussi montrer la situation de ces personnes-là. Là, on voit une serre aussi, on voit des endroits où il y avait plein de vie à un moment donné, et il n'a plus de vie, mais il a un semblant de vie, qui est un peu la vie animale qui reste comme ça, sous-jacente. Oui, je crois qu'il ne faut jamais oublier Fukushima et surtout jamais oublier les leçons de Fukushima. Ce qu'il nous apprend, c'est qu'on croit toujours que c'est un réacteur qui va céder, qui va exploser. En fait, là, on voit, on a une série de réacteurs qui ont explosé. Et à Tomioka, la ville où Matsumura, il y avait une deuxième centrale nucléaire qui a été touchée, la centrale de Daiichi. Et là... D'abord, on avait parlé plus d'elle que de Fukushima, oui, tout à fait au début. Oui, oui. Et là, il restait une alimentation électrique. Et les ingénieurs, les ouvriers ont fait un exploit. Ils ont fait en un jour le travail d'un mois. Et donc, ils ont sauvé la centrale. Parce que si la centrale avait explosé, là encore, on aurait eu des villes telles que Ibaraki, Saitama, qui auraient pu être évacuées. Et ce qui était tout à fait étonnant, il fallait à tout prix qu'ils trouvent de l'énergie pour pouvoir travailler sur la centrale, pour éteindre les feux, éteindre les... Donc c'était un travail titanesque. C'est un travail qui est assez extraordinaire. Et plus que ça, plus que le travail qu'ils ont fourni, c'est l'esprit même de construire des séries de centrales nucléaires le long d'une côte dont on sait de mémoire historique qu'elle est soumise à tremblements de terre et à des tsunamis, de façon régulière. Ce n'est pas des petits tremblements de terre, je viens d'être pays, le deuxième avec le Japon, du Chili, et on sait parfaitement des tremblements de terre des graines neufs, il ne reste plus rien en ce moment. Mais il y a des constructions antisismiques, mais en même temps, il y a des constructions antisismiques qui, dans certains cas, ne tiennent pas. Hein? Et les tsunamis, les murs qui étaient prévus, étaient un mur de 6 mètres ou 7 mètres, et la vague était de 10 mètres au moins. Oui. Donc, mais vous savez, TEPCO s'est battu pendant les premiers mois pour mettre la responsabilité des fusions des cœurs sur le tsunami. Systématiquement, ils ont dit c'est la photo de tsunami, c'est la vague n'était pas prévisible. En fait, les témoignages d'employés de la centrale le confirment tous. Quelques heures après le tremblement de terre, il y avait déjà une surchauffe du cœur. Et ça c'est important, parce que la centrale qui a la première explosé, donc le réacteur numéro 1, avait plus de 40 ans. Or, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais l'acier est fatigué par les radiations. Donc, le ferraillage, l'enceinte primaire, les tuyaux qui font circuler l'eau, tout ça, c'est des soudures, c'est des matériaux qui sont chauffés puis refroidis. Et au bout de 40 ans, ils sont fragilisés. Et, normalement, la durée de vie d'une centrale nucléaire, c'est 30 ans. Et normalement, 30 ans. C'est 30 ans. Et Stein, il a combien, 40 ans 35. 40 ans, et normalement, et là, on dit qu'il peut durer jusqu'à 66 ans. Par quel miracle, d'ailleurs? Je ne pense pas qu'il y aura. Hein? Je crois qu'il n'y a pas de miracle. On aura des problèmes. Juste une idée, pour vous faire comprendre que le risque pour Fukushima avait été déjà perçu. Quelques mois avant le tremblement de terre, la centrale Daiichi n'avait plus d'assurance pour couvrir les risques d'un désastre. Donc, l'idée qui était devenue dangereuse était déjà arrivée dans les gens qui doivent fournir une protection financière au désastre. Donc, l'information était présente. Et elle n'a pas été observée, elle n'a pas été suivie. Excusez-moi, donc vous ne voulez plus, aucune assurance ne voulait plus assurer cette centrale nucléaire. Exactement. Aucune. Parce qu'elle avait plus de 40 ans. Donc quand il y a eu le désastre, TEPCO a dû payer de ses fonds propres. Comme elle n'en avait pas assez, l'État japonais, donc tous les Japonais, ont fourni de l'argent. Donc TEPCO est devenu nationalisé. Vous devez savoir que TEPCO, c'est une multinationale qui a distribué des dividendes sur toute la planète, à tous les grands groupes financiers, à toutes les grandes banques. Aujourd'hui, ce sont les Japonais qui payent pour le désastre. Et c'est comme dans tous les endroits du monde, lorsque les privés s'effondrent, c'est les citoyens qui payent.
c'est pas très différent. Mais en même temps, il y a aussi cette histoire du nucléaire au Japon, mais aussi j'ai parlé, il y a cet individu-là qui normalement n'était pas censé, qui, avec une force des convictions incroyables, va de l'avant, mais au péril de sa vie. Il raconte à la livre, mon père et mes parents ont vécu jusqu'à une centaine d'années, toute ma famille, mais moi, je suis conscient que je ne vais pas dépasser les 60 ans. C'est des propos qu'il a tenus très rapidement. Je l'ai rencontré beaucoup de fois. Je suis entré dans la zone interdite de le rencontrer. Il est venu au club de la presse. Je l'ai vu quand il a fait des expositions de ses photos à Yokosuka. Et c'est un personnage qui a une vie ordinaire, et dans l'espace d'un mois, tout son monde s'écroule et il prend des positions extraordinaires. Lui, il résume assez bien la situation. Tout le monde s'est enfui, moi je ne m'enfuirai pas. Et sur la base de cette déclaration, il a commencé à reconstruire un oasis de vie au cœur de la radioactivité. Aujourd'hui, après 2 ans, il y a 70 têtes de bétail, 2 autruches, un poney, et du monde entier, il reçoit des dons pour alimenter ces animaux. Donc, son rêve, la chose auquel il tient le plus, c'est décontaminer sa ville. Parce que c'est la seule solution. C'est retrouver le terrain, le territoire qu'on a perdu. Alors, décontaminer, scientifiquement, c'est possible. Ça coûte très cher. Aujourd'hui, le gouvernement japonais fait semblant de décontaminer. Les marchés qui ont été passés avec les grandes entreprises du BTP, c'est au plus du jardinage. C'est-à-dire qu'on va raquer la terre, on va couper les branches, on va couper quelques arbres, on va les entreposer dans des grands sacs et on va les laisser là où on a coupé. Donc la décontamination ne se fait pas. Mais on va faire retourner les populations. En tout cas, on va faire semblant d'avoir décontaminé pour avoir un vrai retour des populations. Matsumura voit tout ça, assiste comme témoin privilégié à ce second drame qui se joue. Une fausse décontamination du territoire, mais une vraie contamination des personnes. Et il a aussi une carte des contaminations des sols aussi. On sait jusqu'à combien de centimètres les sols sont à peu près contaminés. Alors dans les premiers mois de l'explosion, on s'est aperçu que 5 cm de sol contenait quelque chose comme 99% du césium. Principalement, il y a du césium 134 et 137. On trouve aussi du strontium et les dérivés du plutonium. Alors, une des solutions qui a été proposée, c'est de racler cette terre. Et ce qui a été fait dans les zones autour de la zone d'évacuation, Minamisoma, Koriyama, Nihonmatsu, on racle la terre et on l'enfouit. Le grand problème, c'est que la décontamination arrive alors que les fuites radioactives à Fukushima ne sont pas bloquées, ne sont pas neutralisées, encore aujourd'hui. Oui, on entend raconter dans le livre aussi que les nuages radioactifs sont arrivés très loin, y compris en Californie. Vous dites aussi dans les pics du Midi, on a pu trouver aussi des traces. Oui, le nuage radioactif de Fukushima fait le tour de la Terre en 40 jours. Donc il a été émis par Fukushima et il revient régulièrement. Ce faisant, sur son parcours, il contamine la Californie et il est même passé régulièrement sur le pic du Midi, où il a été observé de façon scientifique. On voit celui-là ne s'arrête pas en frontière. Oui, mais il y a, je reviens 30 secondes sur ce personnage qui est tout à fait passionnant, mais en même temps, je parlais de cette force-là, et il y a aussi cette volonté de se battre aussi pour les générations futures. Je pense que c'est ça qui est tout à fait important. Son action, en japonais, c'est un mot précis, s'appelle Yamato Damashi. C'est la vertu de résistance jusqu'au boutiste. C'est très japonais, ça. C'est très japonais, spécifiquement japonais, et c'est même presque un travers chez les Japonais. Puisqu'on a retrouvé... De façon religieuse aussi un peu non, c'est plus culturel. Ça tient du samouraï, non? Oui, tout à fait. Et en fait, vous retrouvez ça à l'intérieur des soldats perdus dans les jungles des Philippines ou de Guam pendant la Seconde Guerre mondiale. On retrouve après 25 ans. Et ils sont toujours en train de punir leurs armes, ils sont toujours prêts à faire le coup de feu. Dans le cas de Matsumura, c'est pas militaire, mais c'est presque religieux. Dans ce sens, j'ai donc creusé un peu avec lui sa famille,
Et le fondateur des Matsumura Tomioka était un moine bouddhiste, et il a reçu, au moment de sa mort, comme c'est l'usage bouddhiste, un nom extrêmement prestigieux. On l'appelle Seigneur de ce monde. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à sa communauté. Et Matsumura se sent directement lié à cette personne, à cet ancêtre. Et au long de cette filiation, il refuse d'abandonner sa terre, sa ferme et son honneur. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ses parents ne lui disent pas évacue, mais lui disent tiens bon, courage. Vous savez que je crois au cimetière, toute sa famille qui est enterrée, c'est assez impressionnant. La tombe d'Yamatsumoa au cimetière du temple de Hoji est monumentale, c'est la plus grande tombe. Donc, aujourd'hui, il est agriculteur, mais on peut supposer que sa famille était très, très religieuse, très investie dans la vie de Tomioka. Oui, mais il y a, lui, quelque chose, vous dites, il n'a jamais perdu l'essence de l'humour. Ah, il est d'un cynique, d'un caustique à propos de la radioactivité de TEPCO, qui est assez remarquable. Oui, parce qu'il a des passages pas drôles, on ne peut pas dire que ça drôle, mais assez étonnant quand même lorsqu'il y a, par moment, je crois qu'il y a un green de golf aussi. C'est la seconde fois que je rencontre, on passe devant un golf, on va aller voir ce qui se passe, ce que devient un golf après, quand c'est laissé à l'abandon. Et il se promenait dans le golf comme si c'était un milliardaire qui avait acheté le golf. Il jouait à la balle, il prenait... Et donc je trouvais qu'il avait une décontraction et un humour dans une situation qui était pour moi plutôt dramatique, parce qu'il y avait 6 microsieverts par heure sur le green du golf. Ce qui est assez fort, ça correspond environ à 50 millisieverts par an. Si on sait qu'on accepte 1 millisievert par an dans une zone comme Strasbourg par exemple, ça vous donne un peu l'irradiation ambiante. Et vous-même, que si vous avez appris de tout ça, parce que vous parlez de votre travail aussi des photojournalistes, vous dites à 40 ans, on est un peu vieux, à 50 ans, je ne sais pas quoi. Et puis, au-delà aussi, on est un peu dinosaure. C'est la première fois que j'ai l'impression d'interviewer un dinosaure aussi. Oui, bah, vous savez, dans notre métier, on meurt assez jeune. Ou quand on dépasse à 50 ans, il faut se changer parce que trop sportif, c'est athlétique le reportage. Donc, moi, j'en ai 56, donc quand j'entre dans Fukushima, j'en ai 54 et je me trouve un peu vieux pour faire ce genre de crapahutage dans la nuit pendant 48 heures. Mais en même temps, ce qui est le côté positif, c'est que j'ai plus rien à perdre. Et aussi cette volonté de transmettre. Oui, quand j'ai vu le tsunami et les centrales exploser, j'étais loin de Fukushima, je ne pouvais pas immédiatement réagir parce qu'il y avait un deuil en famille. Et donc je m'étais promis d'intervenir parce que je savais que les Japonais allaient au bout de quelques mois, là on a au bout de 2 ans, prendre la posture de la soumission et de la résignation. Donc au moins pour le travail que je vais fournir, je voulais que la mémoire du drame et on comprenne l'indignité que subissaient les Japonais avec la catastrophe de Fukushima. Donc, parlez-moi si vous avez des questions. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer le fait... Comment est-ce que vous expliquez le fait que la France va très probablement investir pas mal hein, dans Fessenheim, la création d'un radier, etc., et l'annonce gouvernementale de la fermeture de Fessenheim. Alors, d'abord je dois expliquer ce qu'on appelle la posture énergétique d'un pays. Le Japon, tel qu'il est aujourd'hui, avec ses 54 réacteurs, on en a perdu 3, ne peut pas sortir du nucléaire. Ça, je le disais déjà il y a 1 an, le Japon est prisonnier de sa posture énergétique. Ça, c'est un côté pratique. Maintenant, le village nucléaire et le triangle de fer fera tout pour remettre en marche les centrales. Ceci, appliqué à la France, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, la France, qui est le 2e producteur d'électronucléaire, est dans la même posture que le Japon. Et ils sont pris au piège énergétique. Yannick Jadot a des projets à expliquer les énergies alternatives.
selon moi, la seule façon de sortir du nucléaire, c'est réduire la consommation. Si la consommation n'est pas réduite, on ne peut pas en sortir physiquement. C'est impossible. Maintenant qu'on annonce que Fessenheim va être fermé et qu'on investit dans un radier, l'annonce de la fermeture, c'est de l'air chaud. Reconstruire un radier, c'est extrêmement cher, donc il va falloir l'amortir. Donc, on ne fermera pas Fessenheim. C'est mon opinion. Donc il y a un risque encore, au bout de 40 ans de fonctionnement. On a le risque, au bout de 40 ans de fonctionnement, c'est même plus une possibilité. Yannick a cité des statistiques en disant que d'ici à 20 ans, il y aura un accident nucléaire en France. C'est une certitude. Ça peut être demain. Ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans un an. Je voudrais vous donner une petite vision des choses qui n'ont pas été publiées dans la presse française. Tout ce qu'ont fait les fonctionnaires japonais, les ministères japonais, a été de banaliser la radioactivité dans le quotidien. C'est quelque chose d'assez important, parce que vous allez comprendre. Ils avaient mis la barre de la radioactivité dans la nourriture à 500 becquerels minimum. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bien sûr, il y a eu des protestations des citoyens qui étaient contre cette chose. Mais les pays qui avaient été touchés par Tchernobyl, dont la nourriture était devenue radioactive, avaient envoyé en toute légalité au Japon des produits radioactifs en dessous de 500 becquerels qui pouvaient se commercialiser sur le marché japonais. À ça, il faut ajouter qu'aujourd'hui encore, dans la nourriture, on autorise 100 becquerels de radioactivité. Pour les enfants de 9 mois, on autorise 50 becquerels. Pour moi, ces 50 becquerels, qui étaient avant été 200 becquerels, c'est la ligne de démarcation entre l'éthique et l'indécence. Parce que si on peut demander à des adultes de se sacrifier, comme les liquidateurs, ou les gens qui consomment volontairement la nourriture de Fukushima en sachant qu'elle est contaminée, pour soutenir l'économie de Fukushima, on ne peut pas demander ça à des enfants, et encore moins à des bébés. Donc là, on entre dans un nazisme du quotidien, ce que je vous expliquais, l'espèce de concentration qui a été faite avec du barbelé invisible et du mirador invisible, se trouve dans les textes. Moi, j'étais extrêmement choqué de ce fait. Et jusqu'à présent, c'est donc la pire chose qu'ils ont faite. Et c'est le point de clivage entre la confiance des administrés et maintenant la défiance par rapport aux administrateurs. C'est juste une question. C'est la dame. Juste une question. Oui. Juste une question par rapport aux dernières élections au Japon. Donc, ça a été par rapport aux dernières élections au Japon, donc ça a été voilà, ça a élu du coup un gouvernement qui veut réactiver la politique nucléaire. Et d'ailleurs, actuellement, d'ici les prochains jours, il y a un convoi de MOX qui va partir au Japon. Donc, qu'en pensez-vous? Vous devez savoir que la grande déception politique des dernières élections, c'est les Verts. Puisqu'ils étaient sûrs de gagner, et en fait, c'est un conservateur, c'est donc Shinzo Abe, qui était du LDP, et le parti LDP, c'est lui qui a implanté les centrales nucléaires partout au Japon. Donc, plus que le risque des radiations, c'était l'économie qui a primé. Les Japonais, comme on peut assister peut-être en France, c'est le retour à l'abondance qu'ils cherchent, le retour à une économie de croissance. C'est un mirage. C'est un mirage. Mais ce mirage a fait que Shinzo Abe a été réélu, et que Shinzo Abe, pour retrouver cette illusion de croissance, va réactiver les centrales nucléaires avec tous les risques qui courent. Mais cette fois-ci, s'il y a un nouvel accident nucléaire au Japon, c'est pas simplement une région qui va être abandonnée. C'est sans doute l'État qui va s'effondrer. Donc c'est le Japon, en tant que nation, qui est maintenant soumis au risque nucléaire. Mais en même temps, c'est très paradoxal, parce que j'ai compris, parce qu'il y avait cette volonté de revenir sur les questions économiques, mais en même temps, les Japonais ne veulent pas de nucléaire. En même temps, ils veulent deux choses.
que l'économie redémarre, mais ils ne veulent pas de nucléaire aussi. On a posé la question plusieurs fois, ils ont répondu la même chose. Mais il y a aussi ce qu'on appelle au Japon le shitaganai. Ça veut dire Chose sur laquelle on ne peut pas intervenir. Je suis impuissant face à cette chose. Or, vous allez voir dans les mois qui vont suivre, les centrales nucléaires vont être réactivées les unes après les autres. Oui, en fait, le problème, c'est mondial, en fin de compte. Moi, je trouve qu'en France, on peut peut-être dire écologie, mais en fin de compte, c'est beaucoup de blabla. Et lorsqu'il faudrait payer quelque chose, on dit c'est trop cher, l'écologie est trop chère, tandis que les autres choses, il y a un côté éthique, que certains prennent en compte, connaissent, mais en fin de compte, les gens se mentent eux-mêmes, ils veulent tout de suite un maximum, les supermarchés, les voitures, en fait, l'illusion qu'on leur vend depuis des années, et ils ne s'en libèrent pas. Et puis on est mondialement dans le système capitaliste financier, et pire, natalisme, productivisme et consumérisme. Et tant qu'on ne sortira pas là, on ne s'en sortira jamais. Et juste une dernière question. Donc, les centrales nucléaires japonaises, c'est sûr, c'est pas sous contrôle, et ça continue de polluer. Alors, la centrale de Daiichi continue à polluer, oui, par l'air et par l'eau. Une dernière question. C'était justement sur l'état de la centrale actuelle, parce que j'avais lu aussi qu'il y avait un problème avec des ouvriers qui travaillent dans la centrale et qu'il y aurait une pénurie de main-d'œuvre. Donc je voulais savoir si vous aviez des informations sur l'état actuel de la centrale. Je peux vous dire les gens que j'ai rencontrés, par exemple. Actuellement, sur la centrale de Fukushima, travaillent des Malaisiens, des Chinois et des Brésiliens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la main-d'œuvre est maintenant très mal payée, on ne veut plus la payer au prix d'or, et donc elle se fait rare, et ils n'arrivent pas à mettre sous contrôle les fuites. Et un exemple qui est assez frappant, c'est l'eau qui a servi à refroidir les réacteurs. Si vous regardez le vue aérienne de la centrale, il y a d'énormes réservoirs qui ont poussé comme une ville champignon. C'est l'eau stockée. On le sait depuis environ 1 an, que cette source d'eau ne peut pas être stockée indéfiniment parce qu'il n'y a plus de place. Donc, aujourd'hui, ils ont fait des réservoirs dans la terre. Alors, ils ont construit ces réservoirs comme des détritus secs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étanchéité. Ils ont mis de l'eau a été absorbée par la terre. Tout le monde a crié, oh, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces ingénieurs. En fait, ils ne sont pas bêtes. C'est l'expérience que j'ai culturelle du Japon, c'est ce que l'on appelle une faute programmée. Ils n'ont plus la place dans leur réservoir, donc délibérément mettent l'eau polluée, l'eau contaminée à l'intérieur de la terre. C'est où les fêtes? La Saint-Étienne, derrière la cathédrale. Oui, donc c'est à quelle heure? À 19h. 19h. Bon, c'est un journaliste, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, c'est un gros mot pour certains engagés. Oui, de résistance. Je suis un partisan d'information. Oui, information, vous donnez beaucoup d'informations. En plus, c'est un livre qui est écrit comme un roman. Merci. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous.